C'est l'histoire d'un ami. Un ami qui nous semble indispensable, que l'on souhaite absolument avoir à ses côtés, mais que l'on déteste tous les jours pour les informations qu'il nous file en longueur de journée. Pour des raisons obscures, on ne veut absolument pas qu'il s'en aille, le gars. Il est là, il ne bouge pas, et nous on ne fait rien pour qu'il dégage. Mais plus encore, ces informations nous turlupinent matin, midi, soir, et on va jusqu'à changer ses habitudes quotidiennes pour lui faire plaisir. Cette amitié toxique, nous l'entretenons avec celle-ci. La balance impédensimètre, plus communément appelée la balance connectée. Maintenant, il y a deux questions à se poser. La première, c'est peut-on faire confiance à ces balances? Est-ce que les informations qu'elles nous donnent sont-elles fiables? Et sans faire de suspense, et je vais tuer le poussin tout de suite dans l'œuf, la réponse est non, non, non avec grand N. Elles ne sont absolument pas fiables. La deuxième question qui devient tout à coup légitime, c'est si elles ne sont pas fiables, ces informations, mais qu'est-ce qu'elles foutent chez nous, ces balances? Il faut les jeter par la fenêtre, je ne sais pas, il faut s'en débarrasser. Mais avant d'y répondre, il faut déjà poser les bases. Comme un bon architecte, on va couler les fondations sur lesquelles seront montés notre argumentaire. Et ce n'est qu'après que nous pourrons répondre à la question. Et bien entendu, qui sera en fin de vidéo, sinon c'est pas drôle. Cette capsule vidéo se découpera en 3 parties. La première, c'est de décortiquer le fonctionnement des appareils, de la technologie embarquée. La seconde partie, c'est de se pencher sur les différents biais qui, selon moi, rendent cette technologie très peu fiable. La troisième partie, c'est de répondre à la question de départ, à savoir, faut-il ou pas garder cette balance? Avant de démarrer, et comme je suis quelqu'un de poli, je vais quand même me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. De toute façon, personne ne me connaît, mais c'est pas grave. Moi, c'est Joël ou Olivier, vous prenez ce qui vous plaît, je réponds aux deux. Je suis docteur en pharmacie de formation et je travaille comme ingénieur pour l'industrie biotechnologique. Et ici, nous parlerons principalement de sport, de santé, de nutrition, de médecine, de pharmacie, bref, de la science au quotidien. Maintenant que vous savez un tout petit peu qui je suis, je vais vous demander une petite chose, c'est de brancher vos neurones parce que les choses sérieuses commencent tout de suite. Êtes-vous prêts? Let's go! J'ai oublié un petit truc. On va déconstruire un petit abus de langage qui est très souvent fait entre le poids et la masse. Il s'agit en fait de deux mesures physiques différentes. Bien que liées par la gravité, ça reste deux mesures différentes. Le poids est une force gravitationnelle exprimée en newton, qui est en fait la force gravitationnelle que la Terre, si on se trouve sur Terre, exerce sur nous, ou sur tout objet se trouvant sur sa surface, vers son centre. C'est la raison pour laquelle nous ne nous envolons pas vers l'espace. La masse, quant à elle, exprimée en milligrammes, en kilogrammes, en grammes, en tout ce que vous voulez, est en fait la quantité de matière que compose notre corps. Peu importe où on se trouve dans l'univers, la masse ne change pas. Le poids, quant à lui, peut changer en fonction de où nous nous trouvons. Par conséquent, quand quelqu'un dit « mon poids est de 70-80 kg », c'est une phrase fausse. Pour la simple et unique raison que le poids est en newton et la masse est en kilogrammes. Par contre, si quelqu'un dit « j'ai perdu du poids », c'est une phrase vraie. Parce que factuellement, si tu perds de la masse, tu perds forcément du poids. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et pour les raisons de cette vidéo, à la place du poids, je vais volontairement parler de masse corporelle totale. C'est tout bon? Let's go! Bon, comment fonctionne notre ami toxique? On parle communément de balance connectée, mais en réalité, il faut parler de balance à impédensimètre, qui n'est autre que la technologie qui est embarquée. L'impédensimétrie est une technique analytique permettant de déterminer l'impédance d'un système. En d'autres termes, la capacité de ce système à résister ou à conduire le courant électrique. On l'utilise dans différents domaines en analytique pour déterminer les propriétés électrochimiques d'une substance ou en médecine afin d'évaluer le degré de souplesse du tympan. En biologie, on parle de bioimpédensimétrie pour faire référence à la capacité des tissus biologiques à résister ou à conduire le courant électrique. C'est ainsi qu'on a des balances connectées qui tentent de nous donner des informations comme la masse hydrique, la masse osseuse, la masse musculaire, la masse adipeuse ou masse graisseuse et comment
Et c'est là que vous devez maintenir votre connexion neuronale. Que se passe-t-il lors de la pesée? Les balances impédance-mètre sont dotées généralement de deux types d'électrodes. Des électrodes dites émettrices et des électrodes dites réceptrices. L'électrode émettrice génère une intensité de courant électrique de l'ordre de 0,5 mA. Cette intensité électrique est complètement inoffensive et non perceptible pour l'être humain. Pour des raisons plus qu'évidentes, cette balance est contre-indiquée pour des personnes portant des pacemakers ou d'autres dispositifs médicaux équivalents. À titre de comparaison, une prise domestique va générer une intensité de courant électrique pouvant aller jusqu'à 16 ampères. Nous avons entre les deux valeurs un facteur de plus de 1000. L'électrode émettrice peut générer deux types de courant. Un courant dit continu et un courant dit alternatif. Nous reviendrons un peu plus tard sur ces deux types de courants. Ce courant électrique démarre sa course via le membre sous lequel est posée l'électrode émettrice et la termine en rejoignant l'électrode réceptrice via le membre du côté opposé. En parcourant le corps humain, le courant électrique va rencontrer différents tissus. On aura par exemple des tissus musculaires, des tissus graisseux ou encore du tissu osseux. Ces tissus vont lui présenter une certaine résistance, que je vais noter R et qui est principalement liée au passage du courant continu. Ces tissus vont aussi lui présenter une certaine réactance, que je vais noter X et qui est principalement liée au passage du courant alternatif. Et c'est donc l'association de la résistance plus la réactance qui donne ce qu'on appelle l'impédance, qui est en fait la valeur mesurée par la balance. Cette impédance n'est autre que la différence de tension qu'il y a entre les différentes électrodes qu'on va appeler U et qui est exprimée en volts sur l'intensité du courant électrique que nous avons vu précédemment, qui est exprimé en ampères. L'impédance est donc une résistance et ça s'exprime en ohms. La résistance et la réactance des différents tissus au passage du courant électrique est essentiellement liée à la teneur en eau des différents tissus. C'est ainsi qu'un tissu musculaire plus riche en eau va facilement conduire le courant et donc présenter moins de résistance qu'un tissu graisseux moins riche en eau qui va présenter beaucoup plus de résistance. Attardons-nous rapidement sur les phénomènes de résistance et de réactance. Nous disions tantôt que la résistance et la réactance d'un tissu biologique est principalement liée à sa teneur en eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tissu biologique est composé de deux types d'eau. Une eau extracellulaire, c'est-à-dire uniquement à l'extérieur des cellules, en tout cas l'eau dans laquelle baignent ces cellules-là, et l'eau intracellulaire qui se trouve à l'intérieur de la cellule. Les deux sont séparés par la membrane cellulaire. Et c'est là que rentrent en jeu les deux types de courants que nous avons cités un peu plus tôt. Le courant continu, matérialisé de cette façon-là, qui est continu parce qu'il n'est pas soumis à une fréquence dont Hertz est égal à 0. Le courant alternatif, matérialisé de cette façon, est quant à lui estimé à une certaine fréquence. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le courant continu parcourt le tissu biologique, il ne parcourt que l'espace intercellulaire. Il ne communique absolument pas avec l'intérieur de la cellule. Par conséquent, il ne peut estimer que la teneur en eau extracellulaire. Quant au courant alternatif, il parcourt l'intérieur des cellules via leur membrane. C'est la communication avec la membrane cellulaire qui se comporte comme un condensateur électrique qui permet
au courant alternatif de capturer l'information à l'intérieur des cellules. Et c'est la réactance via cette membrane qui permet d'estimer l'eau intracellulaire. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Une fois l'impédance enregistrée, rentrent en scène les algorithmes. Ce sont eux qui font le job. Sans eux, vous n'avez pas votre composition corporelle. Je dois cependant préciser que ce n'est pas toutes les balances qui embarquent des systèmes pouvant générer aussi bien des courants continus que des courants alternatifs. Bien souvent, les fabricants n'intègrent qu'un seul type de système. Un système soit de courant continu ou un système de courant alternatif. Nous venons de le voir, pour que l'information soit précise, il faut qu'il y ait la réactance et la résistance. La résistance, je le répète, est liée au courant continu et la réactance au courant alternatif. Concernant le courant alternatif, il y a une information supplémentaire à apporter. Nous avons vu que le courant alternatif est un courant soumis à une fréquence. Cette fréquence peut être de 50, de 100, de 60, de 70 Hz, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fréquence de 100 Hz ou de 50 Hz ou de 60 Hz ne capture pas les mêmes informations. Par conséquent, il est nécessaire pour une balance si elle veut être précise d'avoir un système pouvant générer un courant alternatif multifréquence. Sauf que bien généralement, par souci de coût, j'imagine, les balances sont dotées d'un système alternatif monofréquence. Maintenant que vous avez tout bien compris, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va présenter les biais que comporte cette technologie. C'est parti. Commençons déjà par la fonction principale d'une balance. Elle doit à minima connecter ou pas vous donner votre masse corporelle totale. Vous ne le savez peut-être pas, mais une balance, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, a vocation à être calibrée régulièrement. Exemple, la DGCCRF en France oblige tout commerçant utilisant une balance de pesage à afficher sur cette balance une étiquette montrant que les autorités compétentes l'ont calibrée, de manière à ce que le client sache que la balance est en état de fonctionner. Le calibrage, c'est quoi? C'est une technique permettant de s'assurer de la précision d'une mesure. Chaque pays est censé avoir une masse nationale, étalonnée régulièrement à partir d'une référence qui s'appelle kilogramme étalon. Ce kilogramme étalon est un alliage de platine et d'iridium, il me semble, conservé dans des conditions bien précises au Bureau international des points de mesure qui se trouve en région parisienne. Le but étant de s'assurer que 1 kg de viande, c'est égal à 1 kg de viande et pas 900 grammes et non 1 kg 100. C'est 1 kg de viande avec une marge d'erreur plus ou moins faible en fonction de la criticité de la mesure. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? C'est qu'en fait, une balance est un instrument de mesure. Et comme tout instrument de mesure, il peut dériver dans le temps. Et qui dit dérivation, dit mauvaise mesure. Combien de fois vous vous êtes pesé chez vous, vous arrivez chez le médecin, vous avez 1, 2, voire 3 kilos en plus ou en moins. Je vais prendre un autre exemple. Le temps. Le temps est une donnée qui se mesure via une horloge. L'horloge est donc un instrument de mesure. Combien de fois votre seconde ne vaut plus la seconde de l'horloge d'à côté et votre heure, au fil du temps, est décalée d'une, deux, trois, et dans le temps, ça peut aller jusqu'à des heures de décalage par rapport à une horloge connue comme standard. Je suis donc prêt à mettre ma main coupée qu'aucun fabricant ne vous appellera pour vous dire « Eh madame, eh monsieur, ça fait un moment que vous avez acheté une balance, il est peut-être temps de faire une calibration. » Bien entendu, elles ont zéro intérêt à le faire. Vous, est-ce que vous devez le faire? Peut-être. Si vous connaissez quelqu'un, tant mieux. Mais je suis désolé de vous dire que ça coûte la peau du cul. Ça coûte extrêmement cher de faire ça tout le temps. Et votre balance que vous avez achetée à 30 €, risque de vous coûter cher comme investissement. Pour quel résultat? On verra ça après. Et là, vous serez tenté de me dire, mais écoute, 1 kg, 2 kg, 3 kg en plus ou en moins, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Dans les faits, normalement, ça ne devrait pas vous alarmer outre mesure. Par contre,
Pour que la balance puisse vous donner des informations de masse hydrique, de masse graisseuse, de masse musculaire, elle a besoin d'une donnée d'entrée qui est la masse corporelle totale. Si cette donnée est fausse, le reste suit. Ne parlons même pas de capteurs embarqués dans ces balances. On ne peut pas acheter une balance en 30 balles et vouloir à ce que le fabricant, et ça c'est mon avis, mette des capteurs hyper robustes et fiables. C'est un peu comme si vous achetez une montre sur Wish et vous demandez à ce qu'elle ait la même qualité qu'une Rolex, ça n'a aucun sens. Attention, je ne suis pas en train de dire que parce que vous achetez votre balance connectée à 100, 200, 300, 400 ou 500 euros, que c'est plus fiable. Non, je suis juste en train de dire que les capteurs qui sont intégrés dans ces balances-là, au prix auquel vous l'achetez, ne vous attendez pas aux capteurs de dernière génération. Et même si vous l'achetez votre balance chère, c'est parce que vous n'avez pas vu les autres billets. Attention, il y en a pas mal. Et ça me permet d'embrayer sur le second billet qui est la position des électrodes. Pourquoi est-ce que sur ce type de balance, la position des électrodes pose-t-elle souci? En réalité, lorsque le courant électrique est généré par l'électrode émettrice, son parcours va répondre à certaines lois de la physique, qui est que le courant va parcourir le chemin le plus court afin de rejoindre l'électrode réceptrice qui se trouve de l'autre côté. Logiquement, elle fait ça comme parcours. Comme j'ai toute votre attention, est-ce que vous voyez déjà où se trouve le problème? Je vous laisse y réfléchir un petit moment, nous reviendrons dessus un peu plus tard. Pour tenter d'y remédier, les constructeurs ont pensé à des balances qui embarquent des électrodes, non seulement au niveau des pieds, mais aussi au niveau de la paume de la main. Vous l'avez sans doute déjà vu, ça ressemble à ça. Maintenant, le souci que vous avez décelé tantôt reste exactement le même. Je ne sais pas si vous l'avez, et comme je suis gentil aujourd'hui, je vais vous l'expliquer. C'est quoi le problème? Ce qui se passe dans ce cas, c'est que le courant électrique fait tout simplement ceci. Si dans les deux cas, le courant électrique ne parcourt pas la totalité de nos tissus biologiques et que malgré tout, la balance nous donne quand même une estimation de notre composition corporelle totale, ça veut tout simplement dire qu'elle fait une extrapolation. Ce qui sous-entend que nous sommes de la tête aux pieds homogènement répartis, ce qui est bien entendu pas correct. Tu peux avoir un gros ventre, mais avec des cuisses très musclées. Et je ne parle même pas des spécificités inter-individus, je ne parle que des spécificités intra-individus. Ce biais est intimement lié au suivant, que j'ai nommé les algorithmes, qui moulinent les informations que vous leur donnez pour vous rendre un résultat. Et c'est ce biais que je préfère de tous. Je tiens quand même à préciser une chose. Ce que je m'apprête à développer, c'est mon analyse basée sur les informations que j'ai pu glaner, mon expérience et ma connaissance sur le sujet. Ce qui ne vous empêche pas de vous faire votre propre analyse. Je ne suis le dieu de personne. Comme dit tantôt, ces balances embarquent toutes des algorithmes. Ces algorithmes sont aujourd'hui un secret de polichinelle au point où certains fabricants sont même allés jusqu'à déposer un brevet. Brevet pour entretenir qui coûte très cher. Donc, je ne vais pas prétendre les connaître, ces algorithmes-là, parce que si l'on breveté, c'est pas pour que tout le monde tombe dessus. Donc, je ne les connais pas. Et même si on me les montrait, je ne suis pas mathématicien, j'y comprendrais que dalle. Bon, j'ai un peu de base statistique, mais c'est tout. Par contre, je suis certaine d'une chose, c'est que ces balances fonctionnent sur le principe de la prédiction. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule façon de connaître avec exactitude votre composition corporelle ou la composition corporelle d'un individu, c'est sur son cadavre. Les autres méthodes, en tout cas la plupart des autres méthodes, sont basées sur de la prédiction. Peu importe la formule algorithmique brevetée, il y a un principe de base, c'est de prédire une composante inconnue. La masse graisseuse, la masse musculaire, la masse osseuse, la masse hydrique, à partir de données connues. Et c'est dans la méthode de prédiction qui définit le type d'algorithme. La question à se poser, c'est quelles sont les données connues? Les premières données les plus évidentes sont celles que vous-même communiquez à votre balance lorsque vous l'achetez. On vous demande généralement votre taille, votre âge et votre sexe.
La quatrième donnée, qui est la masse corporelle totale, elle est obtenue lorsque vous faites votre pesée. Ensuite viennent des données empiriques. C'est quoi une donnée empirique? C'est une donnée dont les mesures viennent directement d'expérience ou d'observation. En tout cas, c'est tout sauf théorique. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple d'un cadavre sur lequel on mesure la masse graisseuse. Ces masses graisseuses, ces données empiriques, seront utilisées dans la plupart des cas pour établir des normes dans une population. C'est ainsi qu'on peut avoir un homme normal de 70 kg doit avoir 25% de masse grasse. Et là, vous me direz, bah, tant mieux. Sauf que non, le diable se cache dans les détails. Il faut savoir qu'une étude est menée sur une population très précise. Il est très compliqué de mener une étude sur un large panel de personnes. C'est compliqué. Je vous parlais tout à l'heure que pour déterminer la masse grasse d'un individu, c'est de le faire sur son cadavre. Maintenant, il me semble compliqué de mener une étude correcte avec un nombre de personnes suffisant pour les gros, pour les minces, pour les noirs, pour les caucasiens, pour les amérindiens, pour des obèses, pour les sportifs du dimanche, pour les non-sportifs. C'est compliqué, c'est chaud. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études indépendantes. Il y en a des études indépendantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la valeur qu'on leur donne? Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur un sujet qui me semble important. Quand on parle de normes, c'est la norme par rapport à qui? Parce que quand on me dit qu'il y a un homme de 70 kg qui fait 25% de masse grasse et que c'est la norme par rapport à quoi? C'est une question. Je dépose ça là. Pour revenir à notre balance, un fabricant a deux options principales qui s'offrent à lui concernant ces données empiriques. La première, c'est de faire une moyenne de toutes les données dont il a à sa disposition. Comme ça, il laisse tout le monde. La deuxième option, c'est de choisir une population et de léser tout le reste. En gros, on vous donne le choix entre la peste et le choléra. Et choléra, ce sera. L'option choisie par les fabricants est de choisir une population et d'en léser une autre. Et comment je le sais? Parce qu'eux-mêmes, ils communiquent là-dessus. C'est très discret, mais ils le font quand même. C'est-à-dire qu'une balance de grand public à impédensimètre est généralement faite pour des populations en bonne santé. Une personne en surpoids ou obèse, cette balance n'est clairement pas faite pour elle. En tout cas, elle n'est pas pensée pour elle. Dans la même lancée, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ces algorithmes font de l'origine ethnique? On n'est pas sans savoir qu'un caucasien, un africain, un asiatique, un arabe, ils n'ont pas la même répartition corporelle. On n'a pas tous les mêmes gènes. On est phénotypiquement différents. Mais à aucun moment, en tout cas moi, ma balance ne me demande de quelle origine ethnique je suis. Légitimement, il y a deux questions à se poser. La première, c'est est-ce que c'est un paramètre qu'elle a complètement décidé d'occulter? Ou dans un autre cas, en fonction du fabricant, il décide de choisir une population par rapport à une autre. Ce qui est aussi plausible. Et dans les deux cas, il y a forcément des gens qui sont lésés. Et quand bien même vous êtes la population cible, l'algorithme prédit ces informations selon certains modèles. Je vais vous en présenter deux, même s'il y en a plusieurs. Le premier modèle, c'est un modèle à deux compartiments. Le principe repose sur le fait que la masse totale corporelle est divisée en deux. Une première partie liée à la masse grasse et une seconde partie liée à la masse non grasse. Les algorithmes qui intègrent ce type de modèle se confrontent à un principal problème qui est que dans la partie masse non grasse, il est difficile d'identifier le muscle, les os et l'eau. Et c'est là qu'intervient le modèle suivant, qui est un modèle à trois compartiments, qui ici divise la partie masse non grasse en deux compartiments distincts. Et dans ce cas-là, il y a deux options possibles. Je scinde en deux. La première option, c'est il divise cette masse non grasse soit par la masse osseuse et la masse maigre souple, ou par la masse hydrique et la masse maigre sèche.
C'est ainsi qu'on peut diviser ces compartiments jusqu'à atteindre des mini-compartiments contenant des protéines, des solides intra- ou extracellulaires, et ainsi de suite. Et plus ce sera compliqué, plus l'algorithme sera complexe. Pour moi, ces algorithmes n'ont pas vocation à prédire tous les compartiments. Il lui faut au moins une donnée parmi tous ces compartiments pour déduire le reste. Et comme la méthodologie est basée principalement sur la conductivité de l'eau, je pars donc du principe que l'eau est la mesure qu'ils intègrent comme étant quelque chose de référentiel. On nous a appris depuis tout petit qu'un homme adulte normal de 70 kg était composé à 60% d'eau. Si l'on considère cette valeur comme étant universelle, on peut donc considérer que 42 de ces kilos est uniquement de l'eau. Et c'est ainsi que l'impédance fait son entrée en la matière. La valeur de l'impédance peut donc être imputée à la masse grasse et c'est ainsi qu'on peut déterminer la masse musculaire et la masse hydrique, valeur qui s'affiche sur notre balance. Continuons dans les suppositions, ceci me permet de dire que l'équation qui est mise en jeu ici, vu la simplicité, en tout cas de loin de ce que je vois du modèle, c'est une équation de type régression. Ça peut paraître compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous expliquer qu'en fait c'est une équation qui est généralement conçue pour déterminer le lien entre deux paramètres. J'ai dans le passé utilisé ce type d'équation dans mes activités de développement analytique. Y est en fait le paramètre que l'on souhaite prédire, ici la masse grasse, la masse musculaire, la masse hydrique. X est la donnée empirique que l'on utilise pour déterminer Y. A et B sont des coefficients qui se calculent. Pourquoi est-ce que je pense cela? Vous avez ici mes données personnelles de mon utilisation d'une balance depuis 2019. En vert, vous avez l'évolution de ma masse musculaire, en rose, l'évolution de ma masse grasse, et en gris, l'évolution de ma masse osseuse. La masse osseuse reste stable dans le temps, ça, pas de problème avec. Là où j'ai tiqué, c'est qu'en fait, il semble y avoir une sorte de proportionnalité inexplicable entre ma masse musculaire et ma masse graisseuse. C'est-à-dire que quand ma masse musculaire, elle augmente, ma masse graisseuse baisse. Quand ma masse graisseuse augmente, ma masse musculaire baisse et dans le même temps. Je ne vois pas, en tout cas, j'en connais pas, de lien direct entre les deux. Je peux bien avoir une masse graisseuse qui augmente en même temps que je prends du muscle. Les deux, pour moi, ne sont pas liés d'une certaine proportionnalité, comme le demandent en fait ces données. Terminons ce petit tour d'horizon par une dernière lacune qui peut être banale, mais qui a toute son importance. Et là, on ne peut pas accuser les fabricants de ne pas faire ce qu'il faut parce qu'ils communiquent là-dessus, mais par contre, c'est à nous que revient la faute. Cette lacune, c'est tout simplement la mauvaise utilisation d'une balance. Parce que oui, quand on reçoit une balance, on reçoit avec une notice qui donne les conditions d'utilisation. Sauf qu'en général, quand on prend cette notice, on se contente de regarder comment faire pour l'allumer la balance et commencer à l'utiliser. On ne rentre pas dans le détail, à savoir dans quelles conditions faut l'utiliser. Les conditions d'utilisation, il y en a plusieurs, et moi, je m'attarderai sur le taux d'humidité. Qui dit humidité, dit eau. Et je vous disais tantôt que la bioimpédancimétrie repose sur la conductivité électrique d'un tissu biologique qui lui est conférée par sa teneur en eau. Maintenant, l'erreur qui est généralement commise dans ces cas-là, c'est de faire sa pesée après sa douche et dans une pièce qui est la salle de bain, qui sont des générateurs d'humidité. C'est-à-dire que lorsque le courant parcourt tout votre corps, comment par traverser votre peau. Et si cette peau est dans un état d'hydratation pas du tout habituel, le signal que va percevoir la balance va être surinterprété. L'algorithme va vous donner un résultat qui n'est pas la réalité. Dans la même logique, vous noterez que le taux d'hydratation de tous vos organes a aussi une très grande importance. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais vous pouvez le faire.
Vous vous levez un matin, vous prenez 1, 2, 3 litres d'eau, vous pesez. Vous allez ensuite faire un footing 1, 2, 3 heures pour ceux qui aiment ça. En tout cas, vous vous dépensez, vous faites du sport. Après votre activité sportive, vous vous repesez sans boire de l'eau. Vous verrez que les résultats sont radicalement différents. Principalement la masse musculaire et la masse graisseuse. Vous pouvez noter des écarts de 2 à 3 kg, ce qui est en une journée quasiment mission impossible. En définitive, l'eau, c'est la clé de cette méthodologie. Toute variation de ce paramètre fait varier tout le reste. Maintenant que nous avons une idée assez claire de ce que c'est qu'une balance impédance-simètre, faut-il garder cette année? Faut-il se débarrasser de notre balance impédance-simètre? Ça, c'est la question de départ. La réponse va peut-être vous surprendre, mais je vous dirais que non, pas nécessairement. Vous allez me dire, après tout ce que je viens d'expliquer, tout ce que je viens d'exposer comme lacune, comme biais, comme erreur que peut commettre la balance, pourquoi faut-il la garder? Je vous explique. Une fois de plus, ce que je m'apprête à expliquer n'est pas une vérité universelle. C'est le résultat de ma propre utilisation d'une balance, de ce qui me semble le plus cohérent. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé de respecter ça. Vous utilisez ce que vous voulez, vous interprétez ce que vous voulez, vous êtes libre de tirer vos propres conclusions. Moi, je partage ma propre théorie. À partir du moment où on connaît toutes les lacunes du balance impédance-simètre, il faut donc utiliser les résultats pour ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des résultats biaisés et très peu fiables. Donc ce n'est vraiment pas la peine, sous prétexte qu'elle nous affiche 1 kg de masse graisseuse ou de masse musculaire en plus ou en moins, qu'il faut aller se tuer à la salle de sport, s'affamer ou se goinfrer. Franchement, épargnez-vous ça, votre santé mentale vous en remerciera. Le concept ici, c'est de rendre les résultats cohérents et exploitables. Comment? La méthodologie repose sur 3 points. Le premier point, et qui me semble le plus important, c'est la bonne utilisation de sa balance. C'est le point de départ. Il faut savoir utiliser sa balance. Si ça, c'est pas maîtrisé, franchement, c'est très compliqué derrière d'avoir une possibilité d'exploiter quoi que ce soit. Et pour ça, les fabricants prennent le soin de mettre des conditions d'utilisation. Il faut donc les lire, tout simplement. Une fois que ça c'est bon, il faut maintenant se peser dans les mêmes conditions. L'idée de mon second point, c'est de faire une interprétation des données sur une très longue période, 3, 6, 12 mois. Je vous donne l'exemple là de mes données personnelles. On voit très clairement que ma composition corporelle, tous les paramètres tendent vers le haut, hormis peut-être la masse hydrique et la masse osseuse, ce qui est logique. Ça ne veut pas dire que chaque résultat pris individuellement est vrai. Les biais que nous avons listés tout au long de la vidéo persistent. Par contre, ce qui est important, c'est la tendance, dans quelle direction les valeurs s'en vont. Et c'est ça qui est important. Et pour vérifier cette tendance, le troisième point. L'idée ici est d'utiliser une méthode dite orthogonale. Si on considère que là, c'est la méthode impédance-simètre, avec tous les biais que cela comporte, l'idée est de prendre une autre méthode qui aussi comporte ces biais, de la placer face à cette méthode orthogonale et de savoir à quel niveau nous nous situons par rapport aux biais. Et une fois qu'on l'aura fait, on aura peut-être une idée de où est-ce qu'on se situe réellement. Les méthodes qui existent, qui sont différentes de l'impédance-symétrie, elles sont des fois réalisées dans des structures spécialisées par des personnes habilitées. Par contre, on a tous chez soi un miroir et des vêtements. En général, quand on prend ou qu'on perd du poids, on le voit, on le ressent. Par conséquent, on peut utiliser cette technique pour essayer, je dis bien essayer, de nuancer ce que nous donne comme résultat la balance. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on se situera à un endroit qui est peut-être pas totalement vrai, qui a aussi comporte ses biais, mais au moins qui pourra refléter la réalité des faits. Retenez bien que pour connaître avec exactitude la composition corporelle d'un individu, c'est sur son cadavre. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette utilisation, dans cette méthodologie, alors je ne peux que vous recommander de vous en débarrasser.
votre estime de soi vous en remerciera de vous débarrasser de cette amie toxique avec laquelle vous entretenez une relation très malsaine. Sur ce, j'espère que vous avez appris quelque chose. On se retrouve tout de suite dans l'espace commentaire pour partager vos avis, vos expériences ou plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!